Je suis donc avec Tony Rodrigues à la conférence en France qui se tient à Valence et je suis avec lui pour discuter de son nouveau livre sur le remote viewing. Et Tony va également discuter des circonstances uniques dans lesquelles il a appris la visualisation à distance dans le cadre d'un programme spatial secret et comment cette formation est utilisée aujourd'hui et aussi sur les expériences et le type de méthodes et de protocoles qui ont été utilisés pour le former alors qu'il n'avait que 10 ans en remote viewing. Bienvenue Tony dans l'Exopolitique Today. Salut Dr Salah, merci de m'inviter de nouveau. C'est génial de vous voir. Ça a été un merveilleux voyage ici. Eh bien, ça a été une sacrée conférence et pour ceux qui ne connaissent peut-être pas votre histoire, vous devriez peut-être nous donner quelques mots. Commençons par le début. Qu'est-ce qui s'est passé qui a conduit à votre enlèvement par les gris? Je suis allée à l'école avec un enfant dont le père était un Illuminati et avait apparemment accès à ces programmes. Et donc c'était en 1982, j'avais 10 ans, en 4e année, et j'ai été enlevée. Et après, je l'ai rencontré avec son père à l'école. Et d'après ce que je peux dire, c'est le 15 avril 1982. C'est la nuit où j'ai été enlevée et j'ai fait ce que vous connaissez, vous et beaucoup du public, comme un 20 ans in back en programme. Puis j'ai été ramenée le lendemain, le 16 avril 1982. Cependant, j'étais complètement changée, une personne complètement différente, avec quelques effets néfastes. Je suppose, les effets psychologiques en découlent. Donc c'est un bagage, je suis revenue avec quelques bagages. D'accord. Donc vous avez fait quelque chose qui a conduit à cette personne qui était très haut placée, dans des projets secrets, programmes classifiés, qui était un Illuminati, et qui a utilisé son influence pour vous faire enlever cette nuit-là. Donc, tout de suite, il y a un lien entre ce haut fonctionnaire de certains projets gérés par le gouvernement ou dans les sociétés secrètes et les êtres qui ont fait l'enlèvement. Expliquez simplement ce lien. Donc au milieu de la nuit, au-dessus de ma maison, il y avait un bourdonnement par un engin, et il y avait des lumières vives à l'extérieur, et il y avait un reptilien gris, et plusieurs petits reptiliens qui sont entrés dans ma chambre au milieu de la nuit. Je crois qu'ils ont aussi emmené mon père. J'ai entendu ma mère interagir avec eux en même temps, dans le couloir, et ils m'ont pris, et m'ont porté de mon lit jusqu'au bout du lit, et il y a eu un flash de lumière, et je me suis réveillée dans un laboratoire. Je ne sais pas si c'était un vaisseau ou une base. Je ne sais pas où c'était, mais je me suis réveillée dans un laboratoire. Et j'ai subi quelques procédures médicales. Puis ils m'ont allongée sur la table et ont fait une autre procédure sur moi. Et ils m'ont mis une aiguille dans l'œil. Et je me suis réveillée au premier arrêt de ce qui allait être de nombreux emplois que j'ai fait au cours des 20 ans, y compris être échangée dans l'espace, dans l'infrastructure du système solaire, le programme spatial secret. Ok, donc je voulais juste... Il est clair ici qu'il y a un lien très clair entre ce fonctionnaire ou ce haut fonctionnaire au sein des projets classifiés et ce groupe d'extraterrestres. Il y a clairement une sorte d'accord, d'arrangement, où il répondait à sa demande de vous faire enlever et de vous mettre dans cette procédure. C'est vrai, et cela soulève un bon point. Depuis que j'ai rendu public mon histoire il y a quelques années, j'ai interagi avec beaucoup de gens qui disent avoir vécu exactement la même chose. Et il y a un lien très réel entre les gens qui vivent parmi nous et les E.T. Donc il y a toute une société de personnes parmi nous qui sont pleinement conscientes et ont accès à ces technologies et aux extraterrestres. Ils en ont pleinement connaissance et il y a des gens que nous côtoyons tous les jours, n'est-ce pas? Et ces lignes de communication et de contact entre ces programmes dont nous parlons, d'Illuminati ou de programmes classifiés, et ces extraterrestres qui effectuent l'enlèvement, semblent être assez transparentes, comme si tout cela s'était passé en une seule journée. Vraiment. Je veux dire dans un court laps de temps. C'était un mercredi où j'ai mis en place. Son père est venu
juger la foire scientifique. Et c'est un mercredi. J'ai installé mon exposition scientifique et je suis passée devant lui et il a dit « Papa, c'est ce garçon dont je t'ai parlé. » Et c'était jeudi soir. Je m'en souviens très bien parce que quand je suis revenue, j'étais tellement désorientée que j'ai dû me lever et aller à l'école pour un dernier jour, le vendredi. Et quand je regarde en arrière, il faisait très froid cette semaine-là et le lendemain, le samedi, il y a une photo à la fin de mon livre où j'ai été pris ce samedi-là où je jouais dans les flaques debout dans mon allée et j'ai pu revenir en arrière et regarder les bulletins météo et c'était exactement comme je m'en souvenais. C'était donc mercredi, la foire scientifique le jeudi soir, l'enlèvement, je me suis réveillée, je suis allée à l'école le vendredi suivant. Et puis les pluies sont arrivées, il s'est réchauffé. Un front chaud est arrivé vendredi soir et samedi. Je suis sortie et j'ai joué parce que j'étais extrêmement désorientée. Donc c'était en 1982, vous n'aviez que 10 ans à l'époque et vous êtes recruté de force ou emmené dans ces programmes sans aucun type de consentement de votre part ou de vos parents. C'est vrai. Ok, donc maintenant il y avait une sorte d'étape très intéressante dans tout ça. Vous avez dit qu'à un moment donné, l'un des extraterrestres gris allait emprunter votre conscience, ou alors pouvez-vous expliquer cela? Donc ils ont dû acquérir, donc, dans le cadre du laboratoire, j'étais sur une table, et le gris, il y avait un plus petit reptilien là. Et d'après ce que j'ai compris, il était la sécurité. Il était le chaperon pour moi, musclé. Et le gris lui a dit qu'il devait m'expliquer et obtenir la permission ou une forme de consentement. Et il m'a dit qu'il voulait emprunter ma conscience, que mot pour mot, je m'en souviens très clairement, nous voulons emprunter ta conscience pendant 20 ans. Et j'ai dit non, bien sûr. Et il a dit non, non, c'est une bénédiction pour toi, tu vas vivre plus longtemps que tu ne l'aurais fait. Et c'est la chose la plus précieuse que tu puisses obtenir, plus de temps pour être en vie. Et tu vas revenir, dans le temps, nous allons voyager dans le temps, et nous allons te ramener chez toi demain. Le matin, il l'a expliqué parce que j'ai dit que je ne pouvais pas être loin de ma mère et de mes frères et sœurs pendant 20 ans. Chaque fois que ma sœur grandira, je ne la connaîtrai plus, et j'avais peur à ce moment-là. Il a dit non, non, nous allons faire un voyage dans le temps. Tu vas être renvoyé. Ils ne sauront même pas que tu es parti, mais tu auras vécu une vie riche, tu sais. Il n'a pas utilisé ce mot riche, mais tu auras vécu plus longtemps et ce temps était la chose la plus précieuse que tu pouvais donner à quelqu'un. Donc votre conscience était empruntée et transférée dans un clone. Vous voulez donc expliquer ce processus où tu as ton corps naturel, ton corps physique en 1982, à un endroit, puis votre conscience est transférée dans un clone. Où était ce clone? J'en ai déduit que, vous savez, je ne suis pas sûre à 100% que c'est exactement ce qui s'est passé, mais ce qui a le plus de sens quand je regarde vraiment en arrière et que je le rejoue dans mon esprit, c'est logique parce que je me suis réveillée, puis ils ont fait une procédure sur moi et je me suis réveillée à Inyokern, Californie, dans les bâtiments que j'ai cités dans mon prochain livre. Je me suis réveillée sans aucun souvenir de qui j'étais, je pouvais à peine parler anglais comme juste après cette procédure. Je me suis réveillée malade, avec une infirmière, une femme au-dessus de moi et puis un médecin qui était là, ils m'ont examiné. Et c'était en Californie, je n'avais aucun souvenir et la raison pour laquelle je pense que c'était un clone, parce qu'il serait logique que ce corps n'ait aucun souvenir en lui. Au bout des 20 ans, quand ils m'ont ramené. Et je me suis réveillée et j'avais récupéré mes souvenirs après une procédure, je me suis réveillée. Et j'avais mes souvenirs de mon père, ma mère, et du Michigan où j'ai grandi, mais je n'avais pas les 20 ans de mémoire. Donc il est logique que ce soit un corps séparé, qui ait accumulé ces 20 ans de mémoire dans le programme spatial. Et puis à la fin, ils m'ont sorti de ça, ils m'ont mis dans mon corps d'origine, où mes souvenirs originaux de la vie m'attendaient. Donc pour moi, cela a du sens. Et j'essaie juste de vous, par processus d'élimination, de combien de choses auraient pu m'arriver, j'ai fait en sorte que cela se produise, et cela a du sens. Et puis, j'ai été mentionnée plusieurs fois comme un clone au cours des 20 dernières années. Donc à Inyokern, ils m'ont demandé si j'avais des souvenirs. Pourquoi ne pensez-vous pas que c'est parce que vous êtes un clone? Vous êtes ici en quelque sorte. C'était techniquement le cas où c'était de la technologie. Je ne le saurais pas parce que j'étais en train d'expérimenter les procédures sans être informée à leur sujet ou quoi que ce soit. Ils m'ont simplement emmené dans une salle d'opération et cela s'est produit. Donc c'est très intéressant parce que quelque chose dont beaucoup de gens ont parlé de la technologie pour transférer la conscience d'un corps physique à un autre.
Maintenant, qu'est-ce qui est transféré exactement? Est-ce que c'est votre conscience ou est-ce que c'est votre âme? Encore une fois, je ne sais pas avec certitude, mais je dirais que la conscience est ma conscience. Et quand j'y repense, alors que je suis assis avec vous, j'ai 52 ans, c'était quand j'avais 10 ans, c'était il y a 42 ans. Quand je repense à mes 10 ans, c'est linéaire, c'est une mémoire linéaire de 42 ans. Et puis je me souviens des 20 ans, les 20 ans and back. Pour repenser à 9 ans, pour moi, c'était une grande distance, donc c'était comme si j'avais vécu les 10 ans, puis les 20 ans, et puis ma vie est comme ça. Je m'en souviens de manière linéaire, donc ma conscience est la meilleure, c'est la meilleure, je pense. Beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment la différence entre la conscience, et donc nous sommes limités dans notre connaissance de cela. Je suis sûre qu'il y a des gourous qui peuvent vous dire exactement ce que c'est d'être sur une montagne au Tibet, mais je pense que pour la plupart, à cause de la puissance de la connaissance, de ce que nous sommes, cela nous est volontairement caché. Ou alors était-ce mon âme, était-ce ma conscience? Je suis d'avis que je suis de ces personnes qui ne croient pas au piège de l'âme. Je ne crois pas que la lune a récolté mon âme. Je ne pense pas que quand je mourrai, il y aura une autre sorte de technologie qui m'empêchera d'avancer là où je suis censée aller. Donc c'est mon sentiment intérieur, c'est mon instinct, c'est mon opinion. Maintenant, Randy Cramer, je l'ai interviewé en 2014 et il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit qu'il pouvait extraire des parties de l'âme d'une personne pour animer un clone, une réplique d'un clone de cette personne. Et il pouvait dire qu'il pouvait le faire jusqu'à 10 000 fois. Il pouvait extraire des parties d'une âme jusqu'à 10 000 fois pour animer 10 000 clones. Et après cela ne fonctionnerait tout simplement pas. Mais chacun de ces clones aurait cette étincelle de cette matrice d'âme originale. J'ai donc certainement parlé à d'autres personnes qui ont le sentiment d'avoir été prises de cette façon. De nombreux morceaux d'entre eux ramifiés. C'est vraiment terrifiant d'y penser. Vraiment, c'est terrifiant. C'est une pensée terrifiante. Ce que j'ai retrouvé chez d'autres personnes avec qui j'ai travaillé, il y a donc des signes révélateurs. Il y a des dénominateurs communs quand je traite ça avec les gens, que des milliers de personnes m'ont contacté depuis que je suis publique. Donc les dénominateurs communs refont surface, et l'un d'eux est le manque de volonté ou de conscience pendant les 20 ans, et c'est certainement mon cas. Donc j'étais un élève brillant, j'étais un élève exceptionnel dans le top 5 de mon école. Le 14 avril 1982 et le 16 avril 1982, j'étais un mauvais élève. Et ça a duré 20 ans. Et à la fin de ma vie, ce n'était pas génial, même médiocre. Vous savez, j'ai trouvé les moyens d'être heureux, mais je suis sûre que je ne l'ai certainement pas fait. Et ma mère m'a rappelé que je n'avais pas été à la hauteur de mon potentiel pendant des années. Et puis tout d'un coup, à la fin des 20 ans, quand essentiellement, si nous parlons de clone, quand le clone cesse d'exister, c'était comme si je l'avais récupéré, vous savez, la partie de ma conscience qui avait été prise, ou mon âme, si vous voulez. C'était comme si j'avais récupéré la fin des 20 ans. Et j'ai développé de bien meilleurs comportements. Comme si, vous savez, je suis devenu plus conscient de moi-même. J'ai juste réussi à me ressaisir. Très intéressant. Maintenant, une autre personne que j'ai interviewée, Marc de Mizio, dit qu'il a été utilisé dans l'un de ses programmes. Il a été éliminé après 1 an ou quelque chose comme ça. Mais il dit qu'ils ont pris 2 extractions de son âme pour animer 2 clones. Et qu'il a dit que ces 2 clones ont fait des choses au cours des 20 années suivantes qu'ils n'auraient jamais faites, mais qu'ils ont faites. Et il a dit que lorsque ces clones sont morts, il a récupéré ses souvenirs de cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, cela soutiendrait certainement ce que j'ai ressenti, donc c'était après. J'ai des bribes de souvenirs qui se produisent au fur et à mesure. Donc les hauts et les bas de certains de ces grands moments de ma vie normale, quand j'étais adolescent et dans ma vingtaine, j'avais des souvenirs à travers eux. Je vivais ce que l'autre moi vivait dans les rêves, juste avant de me réveiller à l'aube. Et j'avais des souvenirs qui faisaient sens à travers eux, pensant que ça n'avait aucun sens. Mais je n'ai pas eu mon recouvrement de mémoire avant l'âge de 40 ans, je crois, en 2015. Donc je n'ai pas eu mon recouvrement de mémoire avant un certain temps. Donc, ça apurait ça. Je ne contesterai pas ce que Marc a dit. D'accord. Maintenant, en 1982, votre conscience
est transféré dans un clone et vous vous retrouvez dans votre corps, vous vous réveillez, il y a des médecins tout autour de vous, alors vous parlez dans votre cas de ce qui s'est passé là-bas. Donc depuis que je suis devenue publique, la plupart des gens veulent entendre parler de Mars, la plupart des interviews que je fais veulent entendre parler de Mars ou des vaisseaux spatiaux ou de ce que sont les E.T. Dites-moi à quoi ressemblent les E.T. Et donc par conséquent, j'ai sauté ces années et je n'ai jamais vraiment fait de recherche à ce sujet jusqu'à récemment. Et l'année dernière, et j'étais au téléphone avec vous en 2016 quand je suis allée à l'un des endroits dont je me souviens sur Terre, à Seattle. Et c'était dommage que je n'ai pas emmené quelqu'un pour le filmer parce que c'était une preuve très validante que je connaissais bien l'endroit, un endroit étranger que je peux prouver, où je ne suis jamais allée. Et je connaissais les routes et je savais où se trouvaient les choses, dans les magasins. Je savais des choses. Donc cette fois, j'ai profité de l'occasion, avant d'aller au GESIC l'année dernière, à Orlando. Je voulais obtenir des images et Tyler, du podcast Journey to the Truth, est venu avec moi et a filmé. Et nous sommes allés et j'ai séjourné à Ridgecrest, en Californie, en bas de la rue de l'aéroport d'Inyokern, qui était à l'origine d'un centre d'essai d'ordnance navale, où il développait des armes pour la marine. Et je m'en souvenais intimement, et Brad Olson était venu là-bas, il m'avait appelé, nous avons fait un appel en direct, et vous savez, il y avait une certaine validation là-bas avec ce que Brad trouvait que c'était génial, qu'il y ait fait ça, mais j'y suis retournée et non, je ne m'attendais pas à trouver une tonne de preuves, mais je l'ai fait, je les ai eues. Et j'ai trouvé les bâtiments dans lesquels nous avons retrouvé les châssis d'un des bâtiments qui a probablement brûlé quand j'étais dans ce programme. Et cela m'a vraiment inspiré à y retourner. Il a commencé à déterrer des informations et c'était un reste. Il était coincé entre le projet Grill Flame et le projet Centerlane. Et il y a beaucoup d'informations autour de ces projets où il développait des techniques de remote viewing. Et il me semble qu'entre-temps, il savait quand la visualisation à distance était devenue un succès avec le projet Grill Flame et la psycho-énergétique de l'influence à distance. Il reste d'autres branches militaires qui voulaient avoir accès, mais seule l'armée INSCOM. Seule l'armée avait accès aux données, à la recherche avec le Stanford Research Institute dans l'armée INSCOM, donc c'était le financement. Vous pouvez retrouver le papier, la trace écrite. Et donc ils allaient le reclasser, ils allaient fermer ce programme, puis le projet Centerlane a donné les informations de toutes les branches de gouvernement, et même à certaines sociétés. Boeing, McDonnell, Douglas. Boeing formait des remote viewers en 83 et il y a des documents qui soutiennent cela. Donc, entre ces moments-là, quand ils savaient qu'ils étaient allés dans le comité mixte des armées, du Sénat, le compte conjoint des armes, le sénateur Claiborne l'a mis entre eux et ils ont reclassifié Grill Flame. Ils devaient avoir la permission uniquement sur la base de bénévoles. Donc pendant ces 9 mois entre le financement Grill Flame et le début de Centerlane, ils voulaient voir ce qu'ils pouvaient faire avec la capacité maximale de la technologie afin qu'ils utilisent les enfants comme clones. Il y a d'autres documents qui sont arrivés, que j'ai découverts. Les Chinois expérimentaient également les enfants sur le remote viewing. Pouvez-vous simplement sauvegarder ce que vous avez trouvé sur la documentation concernant Grill Flame utilisant des enfants clonés ? Non, j'aurais aimé avoir regardé très attentivement. Alors je fais référence à cela, avec ce dont je me souviens. Donc j'ai été pris le 15 avril, le financement pour Grill Flame a été annulé le 7 avril. Et donc, je me souviens d'avoir été là, et je me souviens que le docteur nous a expliqué que le financement avait été rapporté sur cela. Il y avait Grill Flame, il n'avait pas de fonds de Grill Flame, ils ont utilisé des entrepreneurs et l'accès à un programme spatial secret ou à des programmes classifiés qui avaient donné des clones. C'est ce dont ils étaient au courant. Et c'est ce qu'ils nous ont expliqué, les enfants, juste avant de le faire. On a commencé le programme, donc il était très neutre à ce sujet, c'était de la science. Voir ce qui était le plus important, voir s'il y aurait des découvertes sur l'utilisation des méthodes sur les enfants. Et quand je regarde les archives, la trace écrite du financement et comment tout cela s'est déroulé, tout s'aligne. Donc c'est exactement la même fenêtre de temps dont je me souviens, parce que je sais que j'ai été emmenée le 15 avril. Mais j'ai été livrée au Pérou le 1er janvier, ou en janvier, la première semaine de janvier, parce qu'ils venaient juste de célébrer le Nouvel An quand je suis arrivée. Donc nous parlons de 8 mois plus tard. Oui, donc c'était un programme de 8 mois. Donc 8 mois, tu étais en maternelle. Et j'ai fait 1 mois à Seattle. Puis j'ai été expédiée au Pérou. Donc je vois, oui, d'accord. Donc en termes de séquençage, ce programme dans lequel vous avez été transféré a eu lieu après le financement officiel de Grill Flame
ou de Griflem pour faire partie d'un programme militaire et il était maintenant transféré à ce programme, peu importe ce qu'il dirigeait maintenant. La chose est que dans votre cas, vous savez bien, vous pouvez dire qu'il fait partie de l'installation de China Lake ou juste à côté de l'installation de China Lake, qui est le premier centre de recherche de la marine. Donc, vous connaissez la question à ce sujet. Est-ce que la marine américaine était impliquée dans ce qui se passait là-bas? Ou s'agissait-il d'une sorte de projet parallèle sur le territoire de la marine? Je crois que c'était un entrepreneur qui avait accès à la technologie, à ce niveau d'habilitation de sécurité, et je pense que c'est eux. J'ai oublié ce qu'ils appellent le niveau d'autorisation 4 ou 5. C'était un entrepreneur et j'ai trouvé des preuves de 7 ou 8 entrepreneurs. Et c'est la CIA, l'INSA, les services spéciaux, du FBI, l'INSCOM, de l'armée et quelques autres. Vous savez, je ne les ai pas complètement mémorisés, mais j'ai aussi un document de preuve des entrepreneurs impliqués dans Griflem. D'accord. Alors, combien d'enfants ont été impliqués dans le programme? Vous savez à quoi vous avez été exposés? Vous savez, dans mon esprit, je me souviens d'une douzaine, je pense que c'est peut-être 12 à 14 enfants qui ont été impliqués. D'accord. Et quelles étaient les conditions générales, comme l'endroit où ils étaient détenus? Oui. Donc, l'autre chose, j'ai trouvé que la zone où les bâtiments dont je me souviens ont été remplacés est actuellement classée comme un district spécial. Juste ces 3 bâtiments. Donc, il y a une cotisation fiscale pour toutes les structures aux États-Unis. Il y a un site qui a ça. Et ces 3 bâtiments qui sont là n'existent pas dans le sens où ils n'ont pas de cotisation fiscale. Ils sont classés comme un endroit pour les forces de l'ordre, des districts spéciaux et locaux. Et les forces militaires, ils n'ont pas de compétences sur eux. Donc, si vous deviez mener une expérience sur des enfants clonés pour des problèmes de droits de l'homme, c'était légal. Il y avait de la légalité. Donc, pour commencer, je suppose... Quelle était votre question, encore une fois? Quelles étaient les conditions? Oui. Il y avait un portable, un avion militaire, des cases comme de vieux lits militaires à l'époque de la guerre de Corée, dans lesquels nous dormions, nous avions des vêtements. Et vous savez, ce n'était pas chic. Nous nous levions en chaussettes et marchions vers l'autre portable qui était en désuétude. Il y avait comme des balançoires, des sièges balançoires suspendus au plafond. Et nous avions comme un sentiment, vous savez, de ne pas être les pieds au sol. Et nous droguer et nous regardions des films encore et encore, comme des films très perturbants, avec une programmation subliminale dedans. Et c'était l'essentiel de, vous savez, au moins 3 mois de cela avant qu'ils ne commencent avec la privation de sommeil et quelques autres techniques. Puis à la fin de cela, ils se sont lancés dans des expériences de remote viewing et de sortie de corps, des expériences. Ils essayaient juste différentes technologies avec nous et c'est évident maintenant. Donc à l'époque, je ne me souciais pas de ce qu'ils faisaient. Donc, vous savez, vous pouvez imaginer si vous êtes forcé en tant qu'enfant, d'être forcé à vous intéresser vraiment à ce qu'ils essaient d'accomplir. Là-bas, je m'inquiétais juste de ce qui allait m'arriver le lendemain. Mais en y repensant maintenant, avec les recherches que j'ai faites depuis que j'y suis allée et que j'ai récupéré, que j'ai recouvré la mémoire, je savais ce que j'ai trouvé à l'endroit où je suis retournée, à Inyokern, avec Tyler. Et c'était l'odeur, la chaleur, la lumière, du soleil. Tout était exactement comme je m'en souvenais. Et j'ai commencé à me souvenir de plus en plus de détails, vous savez, surtout maintenant que je suis adulte. Mais il travaillait sur des contre-mesures. Et j'ai trouvé des documents qui le prouvent. Aussi, que c'était en fait la justification du financement. C'était qu'ils savaient que la Russie et la Chine avaient ces programmes et qu'ils essayaient de développer des contre-mesures parce que Stanford, célèbre épisode de Stanford Research Institute, la découverte d'une installation de la NASA et qui était toute nouvelle et cela en quelque sorte brisait leur sécurité et donc il y a une histoire à ce sujet. Mais ils travaillaient sur des contre-mesures et dans une certaine mesure ils ont réussi. Ok, donc il semble que celui qui a conçu ce programme profitait simplement d'une opportunité pour utiliser des enfants qui étaient clonés et il n'y avait pas de vraie loi qui leur était applicable, aucune juridiction. Donc ils les ont exposés à ce genre de, vous savez, des conditions étranges, avec des conditions abusives, et vous mentionnez la télévision, en regardant la télévision, en voyant tout ce genre de, vous savez, toutes ces images horribles. Vous savez, vous pourriez appeler ça une sorte de contrôle mental, d'où, si vous aimez la programmation. Ok. Qu'en est-il du type MKUltra basé sur le traumatisme? C'était exactement ce qu'ils faisaient. Donc ils nous emmenaient chaque jour. Je ne veux pas entrer dans les détails sanglants de cela, mais ça a commencé avec nous juste en train d'être drogués. Ça a commencé avec nous en train de regarder un film, et c'était un projecteur sur un écran. Et ils jouaient, puis ils rembobinaient, puis ils jouaient à nouveau. Et c'était des films qui avaient les mots subliminaux évidents,
qui notait rapidement qu'il y avait des dessins animés Disney. Il y avait des coupures de presse, vous savez. De l'enlèvement aux Jeux Olympiques, il y avait un avion, il continuait à montrer des coupures de presse de gens assassinés. Puis il montrait des animaux massacrés, puis on revenait à Disney. Et il répétait. Et parce que vous viviez une variation d'émotions, les films de Disney étaient apaisants, et vous savez, quand vous êtes enfant, vous regardez un dessin animé, et tout d'un coup, quelque chose de traumatisant, gore, c'était très émotionnellement épuisant. Puis après quelques jours, il prenait des hallucinogènes, il nous donnait des drogues, qui nous tenaient éveillés. Et puis après une semaine, on nous faisait sortir, on nous réveillait au milieu de la nuit, en nous mettant de l'eau glacée, ou on nous réveillait, ils venaient nous gifler, ou nous électrocuter, et nous laissaient nous rendormir. Ils nous avaient cassé certains bras, ils nous avaient disloqué le bras, et puis il fallait regarder le film dans la douleur. Et puis ils faisaient le point à chaque journée. Ils nous amenaient dans une cabine, 2 enfants attendaient, on retournait tous nous allonger dans notre couchette. Après c'était fini, on s'allongeait dans notre case. Puis ils nous appelaient et vous attendiez ici pour vous réveiller. Et il nous débriefait, il nous demandait comment on s'est senti tout au long de la journée. Et ce dont je me souviens, c'est qu'après le manque de sommeil, il était impossible de nous débriefer. Presque, parce que on était juste incohérents. Après quelques jours sans pouvoir dormir, plus de 15 minutes à la fois. D'accord. Et donc, vraisemblablement, tout ça a été conçu pour vous préparer à certains protocoles de remote viewing qu'ils voulaient vous exposer ou vous endoctriner. Vous savez, peut-on parler de ça? Il semble que le résultat final de ça, c'est que on était complètement ramassés. Et le résultat final, il semble que, vous savez, en y repensant, c'est qu'on ferait ce qu'on nous disait. C'était aussi simple que ça. Et ils pouvaient nous électrocuter et j'entrais dans un état catatonique et je ferais exactement ce qu'on m'a dit. Pour qu'ils puissent venir, nous donner un choc et ils pourraient nous dire maintenant, tu es un remote viewer et tu verras clairement. Dis-nous ce que tu vois et voici la cible. Il y avait un mélange, un petit mélange de protocole CRV, mais il y avait d'autres méthodes que nous utilisions et des choses très simples, comme un bloc-notes et du papier. Donc est-ce qu'ils vous donnaient juste comme les chiffres alphabétiques à standard et comme ce que vous voyez quand... Ou ce qui se passe quand vous considérez qu'il y avait plusieurs techniques qu'ils faisaient. Et juste des coordonnées maintenant, écris ce que tu vois. Vous voyez ce que tu vois là-bas et ça a commencé toujours, vous savez. Je vais laisser ça sortir, ce n'est pas un secret, mais la méditation commence avec les méditations de l'esprit. Il nous encourageait à ne penser à rien, et en fait, nous l'avons pratiqué assez souvent, où vous pensiez à absolument rien. Pas de mots, pas de son, rien. Pas de mantra ou quoi que ce soit comme ça. Juste un esprit absolument vide. Et ensuite, vous regardiez les numéros de coordonnées, ou les lettres, et dessiniez ce que vous voyez, et décriviez ce que vous voyez. Ce que vous étiez, pardon. Ce que l'on était inspiré à voir. Est-ce qu'il y avait un système de récompense et de punition, si vous savez, si vous étiez bien sur la cible? Vous savez bien, ces enfants, il y avait des enfants qui étaient meilleurs que les autres dans la classe. Il y en avait d'autres, il y en avait d'autres psycho-énergétiques et d'autres faisant l'expérimentation. Certains enfants étaient meilleurs que d'autres, comme des rockstars dans la classe, qui étaient très précis. Donc oui, qu'est-ce que vous expliquez aussi la psycho-énergétique? La psycho-énergétique interagit avec la cible. Donc de ne pas regarder la cible spécifiquement, mais interagir avec l'espace. Cible, changer la perception du temps, changer la perception du mouvement, la température. La cible, déplacer des choses qui appuient sur un interrupteur peut-être. C'est psycho-énergétique. Puis il est entré dans d'autres choses en dehors de la méditation. Il y avait des drogues impliquées, des binauraux impliqués, il y avait des grandes preuves, des techniques, la technologie de l'Institut Monroe qu'ils utilisaient. Le projet Grip Flame avait accès à ce truc en 1977. J'ai découvert tous les documents dans mon livre et donc nous utilisions des binauraux, ils utilisaient des drogues, ils utilisaient les ondes laser dans les yeux. Et ensuite nous amenions physiquement vers des cibles. Donc nous sommes allés dans le désert où il y avait des drapeaux sur les collines et il nous a emmenés là-bas et caché des pierres où nous y allions et interagissions et il s'avère que quand je regarde en arrière, je n'ai pas eu beaucoup de succès dans cette expérience. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que la raison en était qu'ils testaient des contre-mesures. Donc ils avaient les enfants qui étaient meilleurs dans la classe, défendant la cible, puis le reste de la classe recherchait la cible. Et donc,
Les données n'étaient pas complètes. La contre-mesure fonctionnait. Je vois. Donc en 1982, il y avait déjà cette compréhension que le remote viewing, des cibles, qu'il pourrait y avoir des contre-mesures où vous avez des observateurs défensifs à distance qui protègent absolument, parfaitement la cible. Et comme je l'ai dit, c'était à ce moment-là, j'ai informé. Donc j'ai adressé des lettres au Congrès pour obtenir un financement, donc des lettres selon lesquelles l'armée m'avait demandé un financement, et au nom de l'Institut de recherche Stanford. Et il parlait que c'était pour le développement de contre-mesures. Donc c'était vraiment ça. Ce qu'ils recherchaient était le processus, et dans le processus, ils ont développé des méthodes de visualisation à distance qu'ils ont trouvées utiles dans de nombreuses autres applications, applications militaires, applications de combat, et que tout est allé au projet Center Lane à Fort Leavenworth, au Kansas. Intéressant. Donc, je veux dire, il y a un projet très intéressant que l'équipe de vision de cryptographie d'Iki a réalisé sur Maria Orsic, où ils ont vu à distance, et ce qu'ils ont décrit, c'est qu'ils ont vu une très jolie, une personne spirituelle, très douée et hautement évoluée, capturée par les Russes à Berlin, et elle a été maltraitée, puis exécutée sur place. Maintenant, Elena Danaan a reçu des communications de Toran Eredio disant que Maria Orsic avait en fait été libérée de l'Allemagne avant de se rendre aux nazis, à la Russie, et que ce que la Fédération Galactique avait fait était qu'ils ont créé des images de couverture ou pris des contre-mesures pour dissuader les gens d'essayer de découvrir qui est réellement arrivé à Maria Orsic. Alors qu'en pensez-vous? D'abord, je ne veux rien enlever à Dick Alldyer et au groupe de prévision du futur. Je suis très impressionnée par leur travail. J'ai rencontré Dick à une occasion et j'ai vu cette session. C'était très impressionnant. Il n'avait aucune idée de qui était la cible et il l'a fait. Mon propre travail, et je l'ai inclus dans le chapitre des contre-mesures, dans mon groupe, j'en ai donc 2 actuellement, 2 groupes, ce sera bientôt le cas, 3 groupes à qui j'enseigne la vision à distance. Et nous avons fait des expériences et des contre-mesures parce qu'il y a beaucoup de choses, pas seulement avec l'exemple de Maria Orsic, mais autour du vaisseau spatial de la Fédération Galactique qui est en orbite. Ce sont des remote viewers et beaucoup de gens disent qu'on ne peut pas arrêter la vision à distance. Et nous avons pu le faire. Donc c'était, vous savez, une douzaine de remote viewers à une occasion, 15 remote viewers à distance et 14 remote viewers sur une autre. J'ai gardé une trace de toutes les données que nous avions. Nous avions une base de score moyen qu'ils avaient une attente moyenne, qu'ils atteignaient chaque semaine pendant des mois. Pendant 6 mois, chaque semaine, ils avaient le même score. Puis nous avons divisé une équipe en contre-mesures pour projeter une fausse cible et ça a marché. Donc le score a chuté au score le plus bas que nous avions jamais eu. Puis nous l'avons fait. Nous avons fait une fois avec les coordonnées de la cible et une fois sans et sans les coordonnées de la cible. Nous étions toujours capables de fausser considérablement les données pour changer considérablement la perception de ce qu'était vraiment la cible. Donc c'est absolument possible que nous l'ayons fait, très facilement. Alors, comment les médicaments ont-ils été utilisés pour améliorer les capacités de remote viewing? J'ai donc découvert les documents sur le Bulbacap 9, c'est comme la plante Yano en Chine. Il existe une version américaine de la même plante, mais ils les utilisent, ainsi que d'autres choses, et c'est un inhibiteur de dopamine. En fait, j'en ai acheté et ce n'est pas un médicament, c'est une herbe, c'est un complément naturel à base de plantes. Il est utilisé comme analgésique. Et je pense que je l'ai pris pendant 5 jours et j'ai commencé à me sentir horrible. Alors j'ai arrêté de faire ça. J'allais l'expérimenter, donc il y a beaucoup de choses. Il y a, je crois, certains des composés les plus efficaces qu'ils utilisaient restent classés. Donc, lorsque vous les recherchez spécifiquement, mais le Bulbacap 9 est un composé qui est en quelque sorte glissé entre les mailles du filet qu'ils utilisent dans ces programmes. Donc, il y avait des médicaments, il y avait des minéraux qu'ils nous donnaient, il y avait des suppléments que nous devions prendre. Le médecin nous expliquait pendant le programme et pendant la période où ils étaient très chers pour prendre tout le programme. Certains enfants ne voulaient pas tout prendre. Mais nous étions au début, on nous donnait des hallucinogènes. Puis vers la fin, ça s'est estompé et nous étions autorisés à dormir.
Et je me rappelle que même pendant la première semaine, ils nous ont laissé rattraper notre sommeil. Puis ils ont commencé à faire des expériences, mais nous étions encore trop fatigués pour le faire, en particulier les binauraux. Nous nous sommes tous endormis lorsque nous avions les binauraux sur nous. Alors ils ont changé cela le matin, ils ont changé notre régime alimentaire, ils ont contrôlé littéralement tout ce que nous ingérions. Et vous savez, il y a quelques autres variables dont il n'est pas agréable de parler, comme les cages de Faraday, ou tout autre type de technologie utilisée pour améliorer les capacités psychiques. Donc je crois que c'était la principale raison pour laquelle ils ont utilisé l'installation Inyokern au milieu de l'aéroport, car elle était loin des champs électromagnétiques, donc nous étions... Mais maintenant, ce qui se trouve sur le site, ce sont ces portables, ce sont juste des hangars de stockage, etc. Nous étions loin de l'aéroport et l'aéroport n'était pas beaucoup utilisé et nous étions loin de l'électromagnétisme, donc ils n'avaient pas besoin de mettre des cages de Faraday autour de nous, nous étions juste dans une zone électromagnétique très faible, mais c'était l'une des préoccupations qui était absolument préoccupante. Et quand ils ont commencé à utiliser les casques, qu'ils avaient en fait câblés là-bas, il y avait des choses comme, il y avait un ingénieur électricien là-bas pour surveiller le champ électromagnétique auquel nous étions exposés lorsque nous avions les écouteurs. Vous avez déjà mentionné que les instructeurs de ce programme de remote viewing croyaient que vous étiez des clones. Alors, comment vous ont-ils traité? Comment vous ont-ils traité différemment pour dire normalement? Je veux dire, comment ont-ils justifié ce qu'ils vous ont fait en termes de bien? C'est un clone, donc je peux faire à ce clone de 10 ans tout ce que je veux. Alors qu'un enfant normal de 10 ans, je me suis dit, oh, je ne touche pas, je peux rien faire. Comment ont-ils justifié de faire ça? Eh bien pour eux, ils n'avaient pas peur d'un sursis, d'un parent, comme nous rendra nos parents. Il n'y avait pas, comme on pourrait dire ça, la culpabilité, d'un. Et de deux, le docteur a commencé, comme je dois dire, cela commençait à sembler vraiment mauvais et il a fait de mauvaises choses. Et c'était un homme dévoué à la science de ce qui se passait et je ne veux pas avoir l'air d'avoir des actions de l'accusé ou d'être moi accusé de syndrome de Stockholm avant. Et je ne veux pas avoir l'air de ça, mais la réalité est qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour faire progresser la science, de ce qu'ils avaient découvert en remote viewing et en psycho-énergétique. Et il était facile de dire, même en tant que garçon de 10 ans, qu'il avait perdu du ventre à cause du temps. À la fin du projet, il avait vraiment partagé notre traumatisme. Au début, c'était quelque chose qui était au nom de la science, donc nous devions juste être durs, vous savez, un soldat, et endurci. Et nous étions des enfants qui allaient continuer, mais à la fin, il avait perdu tout son goût pour s'occuper des enfants. Ok, donc on dirait qu'il y avait une conscience, mais il a juste fallu un certain temps pour que cela se fasse sentir. Eh bien, cela m'amène au pionnier ou à l'un des pionniers de la visualisation à distance, Russell Tarr. Quel rôle a-t-il joué dans le développement de ces protocoles de visualisation à distance à Inyokern? Donc, le Stanford Research Institute est dans tous les documents que j'ai trouvés sur Grillflame. Je n'ai trouvé aucune mention d'Inyokern dans aucun des documents. C'est logique, parce que c'était un projet hautement classifié, évidemment. Mais le Stanford Research Institute savait personnellement qu'ils avaient affaire à Bob Andrew de la CIA. Il y avait quelqu'un qui avait un dossier non divulgué à Bob Monroe en 1972 et je crois qu'ils avaient déjà un dossier sur lui et la technologie EmiSync qu'ils développaient avant cela. Et ce n'était pas EmiSync à ce moment-là, c'était une technologie différente, mais la CIA avait déjà une documentation sur lui. Et en 1977, il a été intégré dans le giron avec les recherches que Hal Puthoff et Russell Tarr avaient faites. Et je cite des documents que j'ai téléchargés de la Freedom of Information Act à ce sujet, donc c'était absolument engendré par ce qu'ils avaient découvert avec le Stanford Research Institute. C'était absolument... Ils n'ont peut-être pas inventé la télédétection pure et simple. Et il y a aussi la documentation sur le remote viewing qui remonte à 1500 ou 500 avant Jésus-Christ, ou quelque chose comme ça. C'est dans ce livre. Mais ils ont été les pionniers de la psycho-énergétique. Donc en interagissant avec la cible, Uri Geller est célèbre pour avoir modifié les champs magnétiques au niveau de l'isotope. J'oublie comment s'appelle la machine. Elle se trouve au SRI, dans Menlo Park. Il y avait une machine là-bas et donc il perturbait les cibles. Pas seulement en les regardant, mais c'était la naissance de la psycho-énergétique. Et ils l'ont fait. Parce que je cherchais des informations pour gérer mon temps et l'espace, vous savez.
Vous le savez, heureusement, parce que j'ai été pris sous l'impulsion du moment et je n'étais pas préparé pour ce que j'ai fait. J'ai été emmené, ils m'ont mis là où j'étais nécessaire. Et puis quand ça a été fini, ils m'ont mis ailleurs et ensuite je suis entrée dans le programme spatial à cause de mes recherches. Juste pour des preuves, juste pour des preuves. Ça m'a vraiment conduit dans le terrier de l'historique du remote viewing et tout. Et il s'avère que j'ai participé à quelque chose qui est caché de l'histoire, une partie intégrante du remote viewing qui a été cachée de l'histoire parce que c'est classifié. Donc, je ne veux pas dire que j'en suis fière, mais je sens que les gens ont besoin de savoir. Ah oui, ils ont certainement besoin de savoir et je pense qu'ils ont besoin de savoir qui sont les personnes derrière tout ça, qui en faisaient partie. Et vous savez, le scénario qui me vient à l'esprit est que quelqu'un à l'Institut de recherche de Stanford se fait dire qu'il y aurait une opportunité de travailler avec des enfants clonés et vous pourrez faire avec eux ce que vous voulez. Ce que vous voulez dans un établissement éloigné où il n'y aura pas de loi, pas de ramifications pour vous. Donc cela peut se dérouler au cours de n'importe quoi, n'importe où. Et certains des chercheurs principaux, et quand le nom de Russell Tarr apparaît, ils ont dit « Oh, oui, je vais faire ça ». C'est une possibilité. Ok, d'accord. C'était définitivement un programme, comme je l'ai dit, tombé entre Grillflame et les participants de Grillflame ont été considérés comme, le verbiage qu'ils ont utilisé, un transfert de technologie. Donc j'ai le document spécifiquement à 2 occasions distinctes où ils ont dit que les actifs de Grillflame sont un transfert de technologie et donc les règlements de l'armée ne s'appliquaient pas. Donc les règlements où vous traitez quelqu'un en tant qu'humain, que vous connaissez en tant que citoyen américain ou citoyen de l'armée, je pense qu'il y a une différence. Cela ne s'appliquait pas. Et cela a duré jusqu'en janvier 1983, où ils l'ont reclassé dans Center Lane. Et ils ont dit que maintenant, tous les participants devaient être uniquement bénévoles. Donc c'était la dernière partie de la légalité, où ils pouvaient faire ces expériences maximales. Alors, ils ont fait venir un entrepreneur et les ont payés. Ils l'ont fait avec un budget restreint et ils ont jeté des travaux sur ce qu'ils avaient. Et donc, ils utilisaient des champs électromagnétiques, des drogues, thérapie au laser, ils utilisaient des binauraux, ils utilisaient... Excusez-moi. L'hypnose à programmation subliminale. Ils utilisaient toutes les choses qu'ils pouvaient supporter pour nous faire voir ce que c'était. La quantité maximale de... Vous connaissez ESP ou remote viewing qu'ils pourraient faire. Puis avec les données transportées dans les autres programmes militaires que nous voyons aujourd'hui beaucoup dans le public, qui sont très talentueux. Maintenant, vous avez déjà mentionné que vous avez fait une sortie de terrain pour terminer l'émission Journey to the Truth. Les gars ou l'un des gars que vous avez vu a absolument confirmé vos souvenirs. Absolument. Alors comment ça s'est passé? Quel a été le genre d'impact émotionnel de cela? Oh, j'étais sous le choc. Je l'ai fait. Je m'y attendais pas. Alors j'ai pensé que j'irais là-bas et peut-être que ça me dirait quelque chose. Et j'ai pensé que j'irais là-bas avec le film de Tyler. Juste quelques exemples qui valideraient vraiment mon expérience. Comme, vous savez, je pourrais dire que, vous savez, ici sur la gauche, je me souviens qu'il y avait un avion sur un piédestal et tu montais et il y avait des portes. Nous faisions le tour et il serait témoin et filmerait. Et que nous allions le faire pour un document. Je ne l'ai pas fait, je m'attends à entrer dans le bâtiment dans lequel j'étais autrefois. Comme si c'était toujours là, il était intact. Et la porte était grande ouverte. Donc c'est un bâtiment, Durrell Port Building. L'Algeco dans lequel nous avons dormi était toujours là. Et donc après mon abduction, et l'IT fonctionnait sur moi. Je me suis réveillée sans souvenir de l'endroit exact où je m'étais réveillée. L'année dernière. Et je me suis tenue là. Je suis entrée. Et je me suis tenue à cet endroit précis. Et vous savez, ça ravivait des souvenirs, comme si vous alliez dans un endroit où ta famille a passé des vacances pendant ton enfance. Tu ne te souviens pas des vacances, mais tu reviens et tu pars maintenant et tu te souviens maintenant. Je me souviens de cet endroit, ces nouveaux souvenirs feraient surface. C'était exactement le phénomène qui s'est produit quand je suis allée et je me suis tenue à cet endroit. J'étais complètement sous le choc. Vous savez, ça fait 9 ans maintenant que je fais ça pour trouver et valider des informations et je ne savais pas bien, pas souvent. Et à chaque fois, une partie de moi espère que ce n'est pas vrai. Une partie de moi espère que je pourrais dire que tous ces horribles souvenirs, des choses qui me sont arrivées, ne sont que, vous savez, un mauvais rêve. Mais c'est peut-être le voyage le plus fort et le plus valable personnellement que j'ai fait. C'était le retour à Inokan. Comme la même heure de la journée quand les jets survolent. Donc c'est la même chose. Il y a 40 ans, donc, à la même heure, le matin, les avions de chasse d'école et vont faire des exercices.
Le soleil était le même, les montagnes étaient les mêmes, l'humidité, les odeurs, tout était exactement les mêmes. Le bâtiment était là, le deuxième châssis de bâtiment est là, détruit, brûlé, et les bâtiments du poste des infirmières sont là, avec le grand climatiseur dont je ne me souvenais pas jusqu'à ce que je les voie et je me dise « Oh mon Dieu, c'est ça !» Les endroits étaient là, la vaisselle, la sortie était là. Nous sommes partis dans les collines, c'était exactement comme dans mes souvenirs et les souvenirs me sont revenus. Cela m'a vraiment permis de faire des recherches plus approfondies qu'auparavant. J'étais sous le choc pendant des jours, même pendant notre retour. J'ai pris l'avion pour Las Vegas. Oui, donc pour finir, j'étais en état de choc. Pendant 2 ou 3 jours, après ma visite, j'étais complètement pris au dépourvu par la quantité de choses que je trouverais et dont je me souvenais exactement. J'étais en état de choc. Et quand je suis rentrée de ce voyage, j'étais incroyablement motivée à en trouver plus. Vous savez, à en trouver plus. Parce que l'autre chose est, en 83, en 82 et 83, j'ai aussi mes parents et mes frères et sœurs comme témoins, que je n'ai jamais quitté la maison. Donc j'étais dans le Michigan aussi. Donc pendant cette période, comment pouvais-je m'orienter dans l'aéroport d'Iñoka? Ce n'est pas quelque chose que vous voyez dans les films ou dans les jeux télévisés. Donc c'est un endroit très obscur et je connaissais la disposition là-bas, je connaissais les bâtiments. Et je les ai décrits même en commençant par vous en 2016. Donc je les ai décrits en tout le temps, l'endroit d'Iñokarn. Mais comme je l'ai dit, beaucoup d'interviews veulent parler de Mars et de E.T. Donc cette fois-ci, nous plongeons profondément dans tout cela parce que je pense que c'est directement lié à votre livre. Et pour ceux qui ne le savent pas, en 2016, nous avons fait une interview ensemble, une série en 4 parties au Mont Shasta, et c'est disponible sur mon site web. Vous pouvez simplement aller sur exopolitique.org pour la regarder. Donc, en termes de votre témoignage, votre visite sur le terrain à Iñokarn, et vous avez présenté vos données, les émotions que vous avez ressenties. Tout cela était là et cela a montré pour la première fois lors de l'événement GESIC à Orlando en 2023. Et tout le monde a été affecté. Mon voyage dans votre pays a lieu 2 semaines avant cette conférence. Donc je lisais encore des notes sur scène parce que j'étais encore en train de déballer les données et je n'avais pas parcouru toutes les données que j'avais obtenues. C'était 2 semaines. Pile, je ne m'attendais pas à ce que le premier rang commence à pleurer. Tant de personnes ont fondu en larmes quand j'ai montré la vidéo de l'entrée dans le bâtiment. Et cela doit être quelque chose qui aide ceux d'entre vous qui ont ces souvenirs, surtout étant donné que c'est arrivé dans l'enfance, il y a eu tous ces événements traumatisants et il peut être difficile de croire que cela s'est réellement produit. Mais quand vous entendez quelqu'un comme vous en parler et montrer des photos comme ceci, c'est l'endroit où c'est arrivé, c'est la cabane, c'est la pièce, c'est là que les lits étaient alignés, c'est là qu'ils faisaient ce genre de traitements médicaux, de triage et tout ça. Cela doit faire une différence pour les gens qui veulent se souvenir. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Et nous ne parlons pas d'événements isolés ici. Pour moi, c'est stupéfiant. Des millions d'enfants auraient-ils pu vivre quelque chose de similaire à ce que vous avez vécu? Donc quand vous parlez de programmer quelqu'un mentalement, les enfants sont beaucoup plus efficaces. Vous savez, quand vous parlez de programmer quelqu'un mentalement, les enfants sont beaucoup plus efficaces. J'essaie toujours de me mettre dans la tête de ces gens et non pas du syndrome de Stockholm, mais simplement d'attribuer une logique à cela. Car c'est émotionnellement si dévastateur d'y penser. Même si on y pense, c'est émotionnellement dévastateur pour la plupart des gens. Donc, si vous regardez cela du point de vue militaire, pourquoi ferait-il cela? C'est une question de survie ou de défense nationale. Ils sont donc prêts à faire des choses que la plupart des gens ne font pas. Quand vous examinez leur état d'esprit sous cet angle, les enfants ont plus de sens. Ils apprennent donc plus vite, ils ont des choses différentes. Il n'y a rien à désapprendre. Donc quand vous êtes un enseignant dans les capacités psychiques, la première chose à faire est de croire que vous pouvez bien le faire. Les enfants ne savent pas faire mieux. Ils n'ont donc rien à désapprendre. Si nous devions vous prendre comme un adulte et vous faire subir exactement la même chose, vous auriez déjà une base. Vous savez déjà à quoi ressemble le monde, vous savez conduire,
Vous pourriez vous échapper, vous pourriez le faire. Vous seriez beaucoup plus difficile à former qu'un enfant qui a fondamentalement un esprit vide. Et donc, vous savez, il y a une certaine logique là-dedans. Malheureusement, ils se sont enfuis avec la technologie. Alors ils pensent qu'ils ont un laissez-passer gratuit. Vous n'allez pas faire parce que c'est ce qu'on m'a dit. Quand je leur ai demandé directement pendant mes 20 ans, 20 ans en arrière, comment vous pouvez me faire ça? Ils ont dit que vous ne vous en souviendrez pas de toute façon. Alors ils se sont donné une moralité qui est fausse. Ils savent ce qu'ils peuvent faire aux enfants parce qu'ils ne s'en souviendront pas quand ils les ramèneront. Et donc je suppose que c'est la chose dont je suis le plus fière, c'est que je suis l'une des personnes qui prouve que c'est faux. Je m'en souviens. Et ils le savent, qu'ils savent que je m'en souviens. Maintenant, vous avez trouvé des preuves documentaires à l'appui de vos souvenirs, et l'une des choses que vous m'avez montré et qui se trouve dans votre nouveau livre, est que leur programme, dans lequel vous étiez impliqué dans leur consommation de drogue, leur utilisation de la privation d'énergie et d'autres formes de comportements abusifs ou de traitements abusifs, était conçu pour améliorer les capacités psychiques. Vous avez trouvé un document de 1983, je crois, qui prescrivait cela. La question est donc, savoir pourquoi vous prescririez quelque chose. Pouvez-vous donc lire, s'il vous plaît? Oui, très bien. Oui, j'ai trouvé. C'est le nouveau livre de Tony. Vous pouvez juste montrer le livre? Oui, c'est Beyond Sight, l'histoire cachée de la vision à distance et de la psycho-énergétique. À quelle page? Je crois que c'est la page 138 du livre. C'est quoi? Ils ont divisé la recherche en deux versions. Son nom était John Kramer, a développé la MSAA, donc appliquer le protocole de visualisation à distance que l'armée allait utiliser et ce qui est devenu une norme. Ils ont prescrit que pendant la recherche, ces méthodes n'auraient aucun médicament, d'hypnose, spécial, sensoriel, visuel, auditif ou tout stimuli d'usine ou proprioceptif, liminal ou subliminal, électrique ou électromagnétique, simulation ne sera utilisée dans ce protocole. Donc ils ont dicté qu'aucune de ces méthodes ne sera utilisée parce que c'était destiné aux soldats sur le terrain ou aux personnes qui étaient une agence ou donc des personnes qui étaient employés officiels. Donc cela signifie qu'ils les utilisaient sur nous. Donc l'autre version qui était sans restriction, parce qu'elle était classée dans un programme noir. Nous testons toutes ces technologies pour voir si elles pouvaient faire de meilleurs remote viewers ou de meilleurs agents psycho-énergétiques, je suppose. Oui, en fait, je suis devenue opérationnelle sur le terrain en 83 et je suis allée au Pérou pendant 2 ans et voici, c'est dans ma première histoire où j'étais opérationnelle sur le terrain. J'étais un garçon de 10 et 11 ans, travaillant comme médium dans une boîte, vous savez, en tant que médium opérationnel sur le terrain, donc en Amérique du Sud. Eh bien, c'est très important cette fois au Pérou, cette histoire au Pérou, et vous êtes opérationnel sur le terrain, vous avez été amélioré grâce à ces protocoles qui ont ensuite été jugés illégaux. Mais à l'époque, il y avait, comme vous l'avez dit, cette fenêtre d'opportunité pour les formateurs en remote viewing de faire ce genre de choses. Donc vous êtes formé, vous allez au Pérou. Alors, pouvez-vous décrire comment vous avez été rempli d'opérations? Quel genre de vision à distance ou énergétique faisiez-vous? Donc, je devais être un sous-traitant, pas un officiel, récit officiel, car nous expédions en fait de la cocaïne non raffinée du Pérou depuis Porto Rico au Pérou et qui s'appelle maintenant Boca, Colorado au Pérou. Ils ont changé le nom de la ville. C'est une autre histoire et nous faisions voler des cargaisons de cocaïne non raffinée à Santa Marta, en Colombie, une fois par mois. Et pendant que nous étions dans les airs, ils nous enveloppaient dans une couverture EMF et nous faisaient une perfusion après avoir décollé pendant environ 3 ou 4 heures au-dessus de l'État d'Acre en direction du nord. J'étais droguée, j'étais proche de la mort. J'avais une expérience de mort imminente. Et pendant que j'étais sous anesthésie, ils pouvaient me poser des questions et obtenir des réponses précises. Et c'était fiable. Donc j'avais un gestionnaire, quelqu'un qui parlait anglais, parce que tout le monde dans ce village parlait espagnol. Et à la fin de mon séjour là-bas, pendant 2 étés, 2 saisons, et à la fin de la période, il y avait un presse-papier avec des questions des gens de la ville pour me poser des questions pendant que j'étais sous anesthésie. Et il a dit que il y avait des moments où je parlais espagnol, j'avais des prévisions météorologiques précises. Si la police était là, à l'aéroport, si c'était sûr d'atterrir.
Et il est facile de voir comment cela pouvait être utile dans un contexte militaire ou pour un entrepreneur ou pour une société qui faisait de la contrebande de drogue ou qui se livrait à d'autres activités légales. Il serait facile de voir comment cela serait très précieux maintenant. Nous devons revenir un peu en arrière parce que vous avez dit qu'ils ont provoqué une expérience de mort imminente pour que vous puissiez être actif. Ce qui suggère qu'à Inyokern, pendant votre séjour à Inyokern, certains de contrôle mental basés sur le traumatisme impliquaient de vous prendre, vous et les autres enfants. Je décris cela, oui, je décris cela dans ce livre aussi qu'ils utilisaient de l'oxygène. Donc nous avions des tentes à oxygène. Ils réduisaient l'oxygène et nous étions reliés à un moniteur cardiaque ou une sorte de moniteur et quand nous étions proches de la mort, l'oxygène revenait et nous nous réveillions. Et puis cela se répétait, puis lentement l'oxygène et un autre gaz entrait dans la tente et un gaz inerte et nous étions en train de suffoquer. Et on se rapprochait de la mort et l'expérience était horrible. À chaque fois que je me rapprochais de plus en plus de la mort, quitter mon corps et d'être mort, et c'était en fait agréable. Vous savez, quand j'étouffais, c'était très douloureux. Je ne veux pas dire que c'était douloureux, mais c'était très agréable. Et puis, je quittais mon corps, et dans un certain moment, la cloche sonnait bing, et vous entendiez la cloche, et puis l'oxygène entrait, et je retournais dans mon corps, et après un moment, je me suis mis en colère. Et j'ai parlé comme un adulte, à laisse cet enfant mourir. J'avais 10 ans. Et les lumières clignotaient. Il y avait un événement électrique qui s'est produit. Quand j'ai fait ça et quand je me suis mis en colère, et que l'infirmière a dit « Docteur, nous en avions ici » et cela m'a qualifié pour cette technologie et c'était la fin de tout ça. Je veux dire, c'était la fin de l'exercice, mais ils utilisaient la privation d'oxygène. Quelque chose de troublant était que quelques années après, j'ai rendu ça public et que j'ai déjà rencontré cette histoire à d'autres personnes et lors d'interviews, j'ai décrit ce processus dès 2016 et 2017. C'est ce que le film Deadpool a dépeint. C'est exactement le même processus. Quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas croire mes yeux qu'Hollywood dépeint une vraie technologie. Donc le fait que lorsque vous êtes au Pérou et qu'ils vous emmènent dans les avions et quelques heures plus tard, ils vous injectent cette drogue, ce médicament, et que vous êtes amené dans cet état de mort imminente, et que vous commencez ensuite à faire de la remote viewing et de l'énergétique. Il faisait. Cela signifie que ce protocole a été développé à Inyokern et a été un succès. Oui, c'était un grand succès. J'ai eu un détective privé à un moment donné qui a examiné mon témoignage et fait des recherches sur le Stanford Research Institute. Il y avait une vidéo que j'ai pu découvrir depuis. J'avais donc la vidéo et je ne la retrouve plus, mais en gros, ils organisaient une fête et ils étaient tous enthousiastes. C'était en 1981. Ils ont dit « Nous sommes très excités parce que nous avons eu des résultats extrêmement prometteurs avec des enfants ayant vécu une expérience de mort imminente. » Ils célébraient cela parce que cela leur donnait la capacité de faire des contrats et d'étendre le programme pour le financement. Ils célébraient cela. Donc leur mot est exactement « enfants ayant vécu une expérience de mort imminente ». Ils nous droguaient. Et c'est exactement ce dont je me souviens. Comme je l'ai dit, je vous l'ai dit et décrit en privé en 2015. Toutes ces choses se sont produites après coup et ont été découvertes. Ok. Donc au Pérou, on vous emmène au point de mourir après avoir injecté cette substance. Qu'avez-vous pu faire en termes d'accomplissement de ces missions de drogue pour le cartel? Donc on m'a dit que nous avions dévié notre trajectoire, donc j'étais inconscient. Et après 4 ou 5 fois, j'ai commencé à me souvenir de ce que c'était, entre deux états en étant mort. C'est la substance de mon deuxième livre, Projet Star Maker. Donc j'ai pu accéder à des souvenirs lointains et à des expériences, mais c'était comme être mort ou être hors de son corps, sans corps, dans le noir, dans l'obscurité, dans un endroit sombre, entre la mort et la vie. Il semble qu'une autre conscience, d'autres personnes pouvaient parler à travers moi, d'autres personnes décédées pouvaient parler à travers moi et elles pouvaient leur poser des questions et elles avaient des informations fiables. Donc le temps était mauvais, l'avion a dévié de sa trajectoire une fois et je leur ai indiqué la bonne direction à prendre et la bonne altitude au-dessus des montagnes et nous a amenés là-bas. Il y avait des moments où il y avait des patrouilles de police sur la piste et je les ai alertés, nous faisions le tour, puis atterrissions. Donc il l'utilisait pour une forme de prédiction. Puis la personne qui s'est occupée de moi a dit qu'il avait parlé à sa grand-mère décédée et que je parlais couramment l'espagnol, ce que je continue de faire même. J'essaie de l'apprendre, je ne parle toujours pas espagnol.
Mais il y a eu des moments où il a dit que je parlais couramment espagnol et les gens qui étaient décédés dans ce village parlaient à travers moi et laissaient des messages à leurs proches. Donc, dans cet état d'esprit, c'est presque comme si nous avions entendu parler d'autres témoignages d'hôpitaux qui disent d'autres témoignages de personnes qui semblent soutenir cela. Mhm. Donc, c'est incroyable. Donc, nous parlons de 1983. Maintenant, vous êtes opérationnel sur le terrain de 83 à 84. Vous pratiquez en fait différentes formes de pratiques énergétiques, y compris le remote viewing. Vous avez beaucoup de succès. Et je suppose qu'à un moment donné, vous savez que cela a pris fin et que nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails. Mais vous pouvez peut-être simplement décrire ce qui s'est passé. Ce qui a mis fin? Le sucre. Donc je crois que c'était une version à la kétamine. C'était un anesthésique à la kétamine qu'ils utilisaient, qu'ils avaient découvert. Donc il y a des documents qui montrent que des opérations sur le terrain ont été utilisées lors d'opérations au Vietnam. Ils utilisaient un anesthésique à la kétamine sur des soldats. Et puis pendant qu'ils étaient sous l'influence, ils donnaient des descriptions précises de la bataille. Le lendemain, ils donnaient des prophéties de ce qui allait se passer. Et puis ça a été classé secret défense. Et il y a des documents qui en parlent. L'autre chose que j'ai étudiée à propos de la kétamine, c'est que je n'avais pas le droit de manger du sucre. À la fin, on m'a donné des cupcakes sucrés. Une femme du village venait me les donner, puis je montais dans l'avion. J'étais très malade après. J'ai perdu mes capacités. J'ai découvert que l'anesthésique à la kétamine créait une hyperglycémie et un gonflement du cerveau. Donc, il y a des preuves qui corroborent cela. Elle apportait des petits pains de maïs, comme des muffins, au pain de maïs, car j'étais séparée d'elle et il ne voulait plus qu'elle soit près de moi. C'était la mère de mon maître. Elle prenait soin de moi et veillait sur moi. Elle aimait mes yeux, disait-elle. Cela lui rappelait son premier mari. Mais elle venait me voir et me donnait ces petits muffins et ils étaient très doux et je me souviens d'avoir été malade. Après, je partais en mission, j'ai été malade pendant des semaines, presque jusqu'à la mission suivante. Vous savez, c'était des vols mensuels et c'est à ce moment-là que j'ai été annulée, renvoyée à Seattle. D'accord. Et c'était une entreprise privée. D'accord. Donc nous allons en quelque sorte passer à vos efforts plus récents pour créer des protocoles de remote viewing et former d'autres personnes à la vision à distance. Mais pour résumer ce qui vient de se passer, c'est comme si vous étiez en 1982, pendant plusieurs années, où vous avez été exposé à une formation illégale sur des protocoles de vision à distance, vous êtes devenu très compétent, vous avez été nommé opérationnel, et c'est seulement à cause d'une sorte d'ingestion accidentelle de sucre que cette phase particulière a pris fin et ensuite vous avez été transféré vers autre chose et vous savez que c'était le reste des 20 années et retour. Et nous avons couvert cela dans le premier livre, oui. Exactement, au premier livre, Ceres Colony Cavalier, pour lire ce qui s'est passé après pour les expériences de Tony et qu'il en ait des preuves. Maintenant, nous en arrivons à récemment. Vous décidez, ok, je sais ce qui vous a poussé à commencer à former d'autres personnes à la vision à distance. Il y a une progression, donc récupérer mes souvenirs et faire des recherches sur ce qui m'est arrivé m'a fait rechercher une sorte de manifestation, une méthode de manifestation. Et j'ai découvert que dans ma vie personnelle, lorsque j'ai eu une situation d'urgence, j'ai créé un groupe Patreon avec Jackie Kenner, mon éditrice et co-auteur original de Star Maker. Elle voulait se diversifier et créer des groupes sur Patreon pour le monétiser un peu plus et gagner un peu plus d'argent. Donc nous avons donc commencé un troisième niveau, un exercice psycho-énergétique où nous méditons avec des périphériques, avec une intention, simultanément. Tout le monde le fait exactement au même moment. Nous avons eu d'énormes résultats. En tant que pratique pour cela, nous avons pensé aller simplement pratiquer la méditation car vous entrez dans la méditation, l'esprit vide. Essayons juste une vision à distance pour le plaisir et je cachais des choses dans un seau, dans mon garage et ensuite le groupe méditait et faisait une supposition. Nous n'utilisions aucun protocole du tout et c'est devenu bien et très amusant. Et puis j'ai découvert des documents sur le CRV et les souvenirs, oh mon Dieu, c'est ce dont je me souviens. Alors j'ai commencé un groupe de vision à distance, qui est un endroit où nous enseignons, nous apprenons, mais nous ne sommes pas enfermés dans une méthode. Nous utilisons toutes les méthodes que nous pouvons, différentes méthodes de méditation, pour voir ce qui fonctionne pour les gens individuellement. Et ce n'est pas dans le but de découvrir la cible. Dans d'autres groupes de vision à distance qui sont là-bas, qui sont géniaux.
Et vous savez, la vision à distance, psycho-énergétique, tous ces autres groupes qui font un travail formidable. Ils recherchent des cibles agressives, comme qui a tué Kennedy, ou où se trouvent les E.T., ce genre de cibles pour prouver, rechercher et répondre à des questions. Nous ne le faisons pas, nous faisons de la vision à distance afin que vous puissiez entrer en contact avec votre voix intérieure qui vous parle lorsque vous faites de la vision à distance. Et vous savez que vous avez une validation lorsque vous avez la cible et que vous avez atteint la cible. Vous savez que votre intuition vous a dit que c'était la bonne voie. C'est une compétence géniale. C'est amusant. Nous nous amusons beaucoup à chaque fois. Nous rencontrons chaque semaine. Et nous ouvrons la cible et tout le monde se dit « Oh, c'est ce que j'ai vu !» Tout le monde apprécie, c'est très amusant, donc nous le faisons dans cet esprit. Il s'agit d'un développement personnel et non de répondre des questions de la cible. C'est ce que je fais et je pense aussi que cela me permet de rester sous le radar de certains, des méchants aussi. En ce moment, dans votre livre, vous parlez de l'aspect historique de la vision à distance, qui, il y a des milliers d'années, était connu sous un autre nom et, je pense à l'oracle de Delphes, c'était un oracle d'une autre façon de faire la vision à distance. En fait, c'était l'un des premiers enregistrés. C'était ici au début du livre, c'est le premier exemple enregistré de vision à distance. Il y avait un roi, j'oublie le nom maintenant, mais tous ces oracles voulaient être son médium personnel. Et il leur a donné un défi. Et c'était l'oracle de Delphes qui a vu, à distance, ce qu'il a dit. Dis-moi ce que je dois dire, ce que je dois faire au coucher du soleil, le troisième jour ou quoi que ce soit, le 9e jour du mois au coucher du soleil. Décris ce qui se passe et l'oracle de Delphes l'a décrit parfaitement. Et il a été époustouflé. Il y a écrit qu'il l'utilisait pour la guerre. Il y a une légère mention que les Égyptiens utilisaient les oracles prophétiques. Comment ils les appellent déjà? J'oublie les prophètes, oui, les prêtres, oracles, pour les guerres, pour espionner les autres, les armées, pour trouver et suivre les mouvements de troupes des armées anciennes. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'allais juste faire ce livre. Il était à l'origine de mon intention, était juste de faire l'histoire, revoir l'histoire, la capacité de l'homme. Parce que l'autre chose est que la plupart des gens sont très inconscients. Ils pensent que vous devez être spécial pour le faire, et la réalité est que nous sommes tous assez spéciaux pour le faire. Tout le monde a des capacités et il y a un réel effort pour vous le cacher, ou vous faire rire ou le nier. Et mes recherches m'ont juste amené à prouver mon récit à l'époque dans le programme spatial secret. Et ce faisant, j'ai trouvé toutes ces informations et c'est amusant. Et je pense que c'est très important que les gens le sachent, que c'est le cas depuis toujours. Tout au long de l'histoire, nous avons fait de la vision à distance. Nous avons fait de la perception extrasensorielle, si vous voulez l'appeler ainsi, de la psycho-énergétique, et nos armées ont vraiment exploré cela dans les années 70 et ont investi de l'argent là-dedans et ont eu accès à de la recherche médicale sur les médicaments qui leur ont permis d'être vraiment compétents dans ce domaine. J'ai fait une interview avec Myriam Delicado il y a quelques mois et elle a dit quelque chose d'intéressant et qui se rapporte à toute la communauté du renseignement militaire américain qui tente de rattraper les Russes. Elle a dit, son père lui avait dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Russes ou les Soviétiques avaient un service d'espionnage et un médium, programme d'espionnage, qu'ils avaient des recrues médiums. Et que Myriam dit qu'on lui a demandé, quand elle était approchée, je crois que c'était en 1981 ou 91, elle a dit qu'on lui a demandé si elle voulait, en tant que Canadienne, on lui a demandé si elle était prête à rejoindre un programme psychique russe où il y avait 10 000 médiums et ils avaient toutes les ressources que vous vouliez, vous seriez protégé et pris en charge toute votre vie. Et elle a dit que son père l'avait averti que si les Russes l'approchaient un jour pour utiliser ses capacités psychiques, dit non. Et c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui me dit que depuis la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques et maintenant la Russie ont un programme psychique très développé et que les Américains, dans les années 70, ont réalisé « Oh, c'est vrai, qu'allons-nous faire ?» Eh bien, je peux vous dire que juste de ma propre expérience, même avec des remote viewers, novices, qui viennent de l'apprendre en peu de temps et de développer et de consacrer une petite période de temps par semaine pour cela. Et quand vous en avez un certain nombre et que vous pouvez chercher des corroborations dans les données, c'est extrêmement puissant. Donc même les novices en remote viewing peuvent arriver à donner des données très solides, très concrètes et extrêmement puissantes. Et quand vous en avez une douzaine et qui disent tous la même chose,
pour une cible qui est loin. Et même les novices qui ne passent que 5 minutes dans la session arrivent à de bonnes données. Donc pensez à 10 000 médiums. Est-ce que ça pourrait faire dans une armée? Vous savez, organisé d'une manière militaire, c'est effrayant. Bien, un dernier mot que vous voulez dire sur les projets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui et que vous voulez faire connaître aux gens? Je travaille sur beaucoup de choses. Il y en a quelques-unes dont je ne veux pas parler, qui sont commencées et que j'ai commencé à mentionner dans le livre, les monuments psycho-énergétiques que j'ai trouvés tout au long de l'histoire et les preuves qui les entourent. Et je vais essayer de recréer une partie de cela. Il y a quelques autres choses sur lesquelles je travaille pour essayer de recréer certaines technologies avec lesquelles j'ai travaillé, mais de manière plus humaine, avec des adultes consentants. Et j'essaie simplement de les faire connaître, car je suis dans la perspective unique de savoir s'ils m'ont fait ça contre ma volonté. Donc je n'ai pas signé de contrat confidentiel. Je n'ai pas signé de contrat stipulant que je devais me taire. Je peux en parler et ils ne peuvent pas légalement venir me voir. Donc si en fin de compte, en ce qui les concerne, ils doivent admettre l'intégralité du projet, s'ils veulent me persécuter pour avoir simplement déclassifié ces technologies, ou ils doivent laisser passer l'information comme si c'était une coïncidence. Mais je suis dans une perspective unique. Je suis dans une situation unique. Et donc, mon voyage à Inyokern, c'était vraiment mon objectif principal de l'année dernière, d'essayer de recréer ces technologies, puis de faire savoir ça à tout le monde, de les déclassifier. Je m'oriente vers des cours en direct où je fais des séances de remote viewing, comme des petits camps auxquels les gens viennent. Je vais faire quelques produits enregistrés supplémentaires, puis élargir les groupes. Ils se développent rapidement et c'est vraiment... ça se développe vraiment rapidement parce que c'est très amusant. C'est très gratifiant. Mais c'est à court terme que je vais le faire. Je travaille sur 2 autres livres avec les données que j'ai obtenues de personnes qui sont venues me voir en disant qu'elles vivent la même chose. Donc je ne suis pas seule dans ce cas, les 20 ans et retour, quelques milliers de personnes m'ont contacté. Et quand j'analyse vraiment ce qu'elles ont vécu et que je cherche des dominateurs communs, c'est incroyable. Beaucoup d'entre elles sont crédibles. Donc c'est un phénomène répandu, il y en a beaucoup. Il y a juste beaucoup de choses à faire et je suis devenue publique. Je pensais que j'allais juste entrer et sortir de cette communauté, mais il y a beaucoup de travail à faire. Donc je sais que vous allez présenter, comme moi, à la conférence des Gésiques, du 27 au 29 septembre à Westminster, Colorado. Donc, qu'allez-vous présenter là-bas? Je n'ai pas fait cette conférence ici en France, qui a été incroyable et une merveilleuse bénédiction comme expérience. Chris Esson, qui l'a organisé, voulait que je repasse en quelque sorte les informations de l'année dernière, donc je ne vais pas déballer tout le contenu du livre. Donc, je vais aborder les technologies à la convention GESIC à Denver. Je vais passer en revue, en détail, les informations de mon nouveau livre, Beyond Sight. Donc je vais tout présenter d'une manière qui a du sens. Vous savez, pour que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler avant, j'espère, puisse comprendre de quoi je parle. C'est le but. Et sur quel site web les gens vont-ils pour en savoir plus sur votre livre récent et les livres précédents? TonyRodrigues.com. Donc comment ça s'écrit? Vous avez le titre en dessous. Et il y a des liens vers les livres. Et j'ai publié Ceres Colony Cavalier sur Kindle en version française. Et nous travaillons dessus en version espagnole. Et ensuite, le projet Star Maker sera le suivant. Et puis d'autres langues, parce que clairement, à ces conférences, ça montre qu'il y a une vraie soif d'information. Ce livre-là, j'espère en sortir peut-être un par an, peut-être plus tôt. Vous pouvez me rejoindre là, vous pouvez me contacter. Il y a des liens vers mon Patreon et vers tous les cours, à nos interviews sont là aussi et sont postés. Quelqu'un peut voir exopolitique.org. Et j'essaie de penser à autre chose au cours des mémoires où vous soupçonnez que vous avez été impliqué et juste des moyens de suivre tout ça. Donc, Beyond Sight, travail de vision à distance et psycho-énergétique. C'est le dernier livre de Tony Rodrigues. Et vous pouvez aller sur son site web pour le commander ou Amazon. Je tiens à vous remercier, Tony, d'être dans l'émission. Merci de m'avoir invité. Vous avez écouté Exopolitique Today avec Dr. Michael Salla. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à cette chaîne. Rejoignez ou lancez une conversation dans les commentaires. Prenez le temps d'explorer la vaste bibliothèque des livres à succès, webinaires et podcasts du Dr. Salla. Visitez exopoliticstoday.com.